Bonjour et bonne réflexion à toutes les participantes et les participants de ces rencontres autour de la reconnaissance et de la méconnaissance des acquis de l'expérience. Un salut spécial à Annie Pillot, aux membres du comité scientifique, à Pierre-Julien Dubost et aux membres du CMMA présents et absents. C'est bien grâce à eux que nous sommes réunis. Beaucoup de vos noms lus sur le programme font surgir des souvenirs de compagnonnage, anciens et nouveaux, qui me sont chers. Ils attestent que la reconnaissance des acquis mobilise de façon intergénérationnelle. Ils me font encore plus regretter de ne pouvoir renouer physiquement avec vous. Merci de m'ouvrir cette petite fenêtre médiatique pour, malgré la distance, accepter cette brève communication au titre un peu provoquant, la reconnaissance des acquis en 2 temps, 3 mouvements. À ma décharge, je mentionne tout de suite que ce n'est pas moi qui ai choisi cet intitulé. Il est sorti du malin génie des membres du comité scientifique, profitant de mon absence. Je ne peux identifier là où le coupable entre Annie Pillot, Claire Hébert-Suffren, Jean-Pierre Boutinet, Pierre Landry ou Bernard Liétard. Mais c'est clair que c'est 2 pierres bernardines dans mon jardin. Je ne sais si on doit leur en être reconnaissant, mais je reconnais que cette expression paradoxale, un peu provocante, je le redis, d'une formation en 2 temps, 3 mouvements est mienne. Mais je ne l'ai pas forgée seule, ni rapidement. Elle s'est forgée expérientiellement et formellement, disons, sur presque 50 ans de recherche, action, formation, pour tenter de reconnaître l'immense complexité humaine qui peut s'entrevoir ou s'imaginer avec la perspective des apprentissages tout au long de la vie. C'est toute la vie, de tout le monde et de tous les mondes qui entrent en formation. Ne pas penser que cette entrée dépasse toutes nos représentations actuelles est méconnaître l'ampleur des problèmes posés. Politiques et écologiques, mais aussi épistémologiques et méthodologiques. Ouvrir les apprentissages à toute la vie est une révolution paradigmatique par rapport à l'éducation initiale héritée. Traiter cette ouverture est le défi des siècles à venir comme celui de l'éducation initiale a été celui des siècles passés. La formule se veut une carte à grande échelle pour relever ce défi. On va d'abord la présenter comme telle, puis explorer les 2 temps, ensuite les 3 mouvements, pour finir avec un nouveau sigle, V.I.E. qui signifie valorisation infinie de l'existence. Bon, d'abord, les 2 temps, 3 mouvements, c'est une carte à grande échelle de reconnaissance d'un nouveau monde vécu en apprentissage et non un instrument de validation formelle. Au début des années 2000, la double ouverture par la grande porte internationale des apprentissages tout au long de la vie et par les petites portes institutionnelles locales de la VAE, donc cette double ouverture fait entrer dans le champ éducatif normal hérité un nouveau monde immense. Ce nouveau monde vécu d'apprentissage, coextensif à la vie, est difficile à connaître et même à reconnaître. Il ouvre des horizons à perte de vue. Est-ce seulement l'ouverture d'un nouveau champ d'acquisition et d'application de savoirs scolaires formels? En ce cas, l'ouverture soulage l'école en étendant en plus son rayon d'application. L'éducation tout au long de la vie est plus un slogan de modernisation qu'un nouveau paradigme. Ou est-ce l'irruption d'un nouveau monde vécu, apprenant de nouvelles matières, selon de nouvelles manières, avec de nouveaux sujets, objets, trajets et projets? L'école de la vie n'est plus seulement l'école buissonnière, à discipliner, ni même l'école parallèle à tolérer, mais un espace-temps majeur d'apprenance de la vie, validant ou invalidant les acquis cognitifs de l'école et même
des grandes écoles normales et supérieures. C'est donc un renversement de hiérarchie. Une grande question s'impose donc, cette double ouverture du monde enseignant à la base et au sommet est-elle une simple évolution adaptative aux nouvelles conditions de vie postmodernes ou porte-t-elle en germe une révolution paradigmatique aussi importante pour les siècles à venir que l'institution du monde enseignant le fut pour les siècles passés? Au début des années 90, l'ouvrage « Reconnaître les acquis, démarche d'exploration personnalisée » publié en commun avec Bernard Liétard et Monique Chaput du Québec, commençait par reconnaître un gouffre béant de méconnaissance, complexifiant la mise en œuvre de ces deux idées simples que sont en fait la reconnaissance des acquis, à savoir, des savoirs sont acquis hors l'école, et il est l'intérêt de tout le monde de les reconnaître personnellement, socialement, institutionnellement. En recherche, reconnaître au départ l'ampleur de ces méconnaissances semble un bon point méthodologique. Ce n'est pas le plus facile. Depuis plus de 20 ans donc, la formule s'est forgée progressivement comme une carte à grande échelle pour intégrer ce qui nous semblait être les acquis de recherche expérientielle terrain, mais aussi de nouvelles manières transdisciplinaires de travailler la complexité ouverte. La carte n'est pas le territoire, mais doit quand même offrir une représentation, une modélisation qui permet de le découvrir un peu et de s'y reconnaître si on veut le parcourir. Et une carte, même à grande échelle, est d'autant plus nécessaire que le terrain est nouveau, inconnu, étranger, éprouvant et même périlleux. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ni une sinécure, ni une donnée toute faite et assurée. Elle est forgée par les épreuves, a travaillé un auteur qui s'appelle Martuselli. Donc elle est forgée par les épreuves, y compris l'épreuve de la mort. Les derniers événements de Paris en 2015 nous l'ont cruellement rappelé. Les combats aux frontières se centralisent. Tout le monde est impliqué. Il faut apprendre et réapprendre à vivre toute la vie, mais aussi quotidiennement. Comment? Avec l'éclatement de l'ère des modèles religieux, scientifiques et politiques hérités à simplement enseigner et appliquer, la reconnaissance des acquis expérientiels peut être vue comme un moyen stratégique de construire, en marchant et en réfléchissant, sa voie, sa vie, son histoire personnelle, mais aussi sociale et même écologique, pour former une vie viable et durable. Avant de vous présenter la modélisation de cette carte que cette communication m'a entraîné à faire, et pour lui donner aussi l'appui de quelques références reconnues, je tiens tout de suite à vous dire que les deux temps viennent de Platon et les trois mouvements de Jean-Jacques Rousseau, des auteurs donc préscolaires. Leur croisement progressif depuis plus de 40 ans a permis non seulement de ne pas me perdre dans les apprentissages de mon cours de vie de chercheur, mais aussi d'en capitaliser les acquis. Bon, maintenant on va donc voir l'enracinement socio-historique et bibliographique des deux temps. Après on verra les trois mouvements, tout simple. Bon, les deux temps à conjuguer sont ceux de la formation formelle et de la formation expérientielle. Ils sont tirés de l'interprétation du mythe de la caverne de Platon dans la République. Ce mythe peut être interprété comme une quasi-première modélisation systémique, dialectique et symbolique des voies d'apprentissage nécessaires tout au long de la vie. Platon appelait cet apprentissage tout au long de la vie le long circuit éducatif, après une première expérimentation pas concluante d'un court-circuit académique. La caverne, c'est le symbole de l'utérus et de la tombe. Elle symbolise le clair-obscur d'une temporalité expérientielle à vivre, donc entre naissance et mort.
Ce temps de vie, entre naissance et mort, l'utérus et la tombe, est prisonnier de cet espace-temps semi-souterrain à aménager, rendre habitable et viable, sans voir clairement ni comment ni pourquoi. Ce travail de survie à assurer se fait à tâtons, par contact direct avec l'environnement physique et social de proximité, avec des interactions sensibles à gérer, plus au réflexe de survie que de réflexion à distance. Ce sont les sens proprioceptifs du proche qui sont mobilisés. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût. La vue ne voit que des ombres mouvantes, ou non formelles, peu connaissables, encore moins reconnaissables. Mais ces ombres attestent qu'une source lumineuse externe existe, le soleil. Pour y voir plus clair, le moyen est d'atteindre l'issue, de sortir et d'entamer une démarche d'ascension pour s'approcher de cette forme lumineuse et rayonnante, mais à l'extérieur, qui symbolise le pouvoir de savoir. Suivant les époques, c'est Dieu, le roi, le savant. Pédagogiquement, Platon préconisait pour chaque matière une alternance entre les deux, l'intérieur de la caverne ou l'extérieur du soleil, mais en privilégiant la formation formelle diurne externe pour apprendre les formes, les normes, les codes à appliquer à l'intérieur obscur de la caverne. Ce mythe archétypal a servi de cadre de référence pour construire les modèles éducatifs opposés, qu'on appelle rapidement idéalistes et matérialistes, qui ont réduit, sinon refoulé et nié, une alternance de réciprocité intégrative, co-formatrice entre les deux. Les limites cruellement expérimentées de ces deux modèles, utilisés séparément, plaident maintenant pour au moins l'essai de construction d'une formation par alternance intégrative. Celle-ci viserait à reconnaître, éprouver, valider et articuler les acquis des deux. Explicitation formelle des acquis expérientiels, mais aussi épreuve expérientielle, expérimentale des acquis formels. Cette alternance vise à prendre en compte la construction dialectique d'un temps spécifique, d'une histoire, par reconnaissance de temps pluriel, même contraire, à conjuguer de façon singulière au passé, présent, futur, au mode actif et passif, à temps et à contre-temps, à plusieurs personnes du singulier et du pluriel. Pour construire cette alternance vitale formatrice, les principes de la pensée complexe moderne, les principes dialogiques de récursivité et hologrammatique, développés par Edgar Morin, actualisent un courant dialectique aussi vieux que l'humanité. Parce que l'enjeu de la vie, en fait, c'est la conquête de son temps. Et on peut situer la conquête de son temps comme objectif vital de la formation permanente, donc de l'ouverture de l'éducation à tous les âges de la vie. Pour moi, c'est en 1977, dans Éducation ou aliénation permanente, repères mythiques et politiques, que cette première modélisation d'apprentissage tout au long de la vie est remontée. En partie chez Ivan Illich, à Cuernavaca, lors d'un séminaire où l'on cherchait une alternative à l'école à perpétuité, pour que cette ouverture ne soit pas simplement l'extension reproductrice du modèle d'enseignement scolaire initial, déjà institué. Grâce à la collaboration d'ouvreurs pionniers comme Paul Langrand et Toré Gelpi à l'UNESCO, Henri Desroches, Geoffre Dumazdier, Bertrand Schwartz ou Paul Bélanger, entre autres, l'ouvrage présente des repères historiques et sociaux plus larges comme base possible de construction d'alternatives éducatives.
10 ans plus tard, en 87, Temps et Contretemps en formation permanente reprend frontalement cette perspective d'ouverture temporelle complète de l'éducation au cours total de la vie. Puis, je tiens à ouvrir l'an 2000 en synthétisant les acquis des recherches précédentes avec temporalité en formation vers de nouveaux synchroniseurs. Dans la dernière partie, où je traite de l'équivalence entre la formation permanente et la conquête de son temps, je présente 3 synthétiseurs majeurs. L'alternance comme synchroniseur social et écologique, la construction de son histoire de vie comme synchroniseur personnel et la formation en 2 temps 3 mouvements comme synchroniseur politico-conceptuel. Dans cet apprentissage complexe de cette nouvelle temporalité en formation, je tiens à remercier spécialement Jean-Pierre Boutinet, ici présent, dont le compagnonnage tout au long cours m'a éveillé à l'immaturité de la vie adulte et au brouillage des âges. Apparemment opposées, les notions d'histoire et de projet sont complémentaires pour tenter de se débrouiller et de se forger avec les épreuves, mais aussi les joies de la vie. De ces 2 temps, maintenant, on va voir surtout le temps de la formation expérientielle du monde vécu, qui est un gouffre béant de méconnaissance à reconnaître. L'exploration formelle de la formation expérientielle a commencé plus tard, en 1989, avec comme repère bibliographique l'ouvrage conjoint avec Bernadette Courtois de l'AFPA, La formation expérientielle des adultes. On a dû se battre avec la documentation française pour imposer ce titre, qui apparaissait alors comme un néologisme. Mais la validation des acquis professionnels de 1985 avait ouvert une première faille dans les murs scolaires, grandes écoles et écoles normales comprises. Et la notion de reconnaissance d'acquis expérientiels se forgeait dans des réseaux aux frontières des institutions et des mouvements sociaux. Je dois saluer cette fois le compagnonnage particulièrement heuristique avec André Voisin et Bernard Liétard de la délégation à la formation professionnelle. Avec Bernard, ce compagnonnage s'est concrétisé toujours en 1989 par un premier séminaire franco-québécois sur la reconnaissance des acquis, donc sous-titré « Démarche d'exploration personnalisée ». Travail de reconnaissance, de recherche devant ce gouffre béant de méconnaissance. Ce travail de recherche a permis entre autres de rencontrer Claire Hébert-Suffren, que je salue aussi en passant, et de créer un réseau de recherche en reconnaissance, le RER, qui a fonctionné jusqu'au vote de la loi de 2002. Cette loi de 2002 sur la modernisation sociale instaurant la validation des acquis expérientiels est un grand pas au-dessus du gouffre. Il fait sortir du monde de la vie professionnelle, quand même assez ordonné, et fait entrer dans le maquis chaotique de monde vécu de façon beaucoup plus vaste et parfois en dépit du bon sens. Est-ce pour autant que ce monde in vivo est aussi informel qu'on peut le voir de loin, in vitro? Le temps de l'expérientiel des mondes vécus n'a pas les mêmes formes, ni les mêmes valences que celles des mondes représentés. Elles sont sans doute aussi différentes mais liées que le jour l'est à la nuit. Les épistémologues du régime nocturne de la connaissance, donc de cette connaissance expérientielle par contact direct mais réfléchi, ces épistémologues voient ces formes expérientielles comme inversion des valeurs du jour, porteuses d'intimité et de génération temporelle. Dans un livre récent qui vient de sortir au Québec, intitulé « Parcours éducatif, construction de soi et transformation sociale », Paul Bélanger fait de la reconnaissance de l'intimité, de l'expérience, de l'acte d'apprendre, la prise en compte ou non de la personne comme sujet, acteur de cette apprenance, de cette nouvelle apprenance tout au long de la vie.
Mais les pratiques expérientielles ne sont pas forcément formatrices en soi. C'est ce que signifie leur fort coefficient négativité. On dit qu'elles sont informelles ou non formelles, quand on les voit de loin. D'où la difficulté de valider leurs acquis spécifiques. Comment les reconnaître dans ce fouillis expérientiel du monde de la vie, des mondes vécus que projettent dans le monde des représentations normales, constituées, instituées, cette ouverture formelle au monde de la vie, de la totalité de la vie vécue à apprendre. Alors je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu sur cette expression du monde de la vie vécue. Parce qu'en français, ce terme n'est pas très connu et encore moins reconnu. Je pense qu'il faut vite faire appel au concept allemand de Lebenswelt ou de Bildung pour éveiller et susciter une attention polie à son intérêt possible. Car notre paradigme positiviste et rationaliste de pensée disciplinaire scientifique a pris en grande partie le relais du paradigme idéaliste dont on attribue la paternité à Platon. Ne sont vraiment intelligibles scientifiquement que les formes séparées, bien distinctes, objectives, claires, abstraites justement du monde sensible, concret, d'action, d'interaction, de transaction, mêlant sujet et objet, projet, trajet et rejet. C'est tout ce monde relationnel vécu de façon sensible, concrète, active, éprouvé expérientiellement qui remonte à la surface culturelle. Par la grande porte internationale de l'existence valide, possible et même nécessaire, bon, comme on disait dans les années 70, de l'éducation permanente, après c'était de la formation continue et maintenant c'est d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, grande porte internationale qui impose presque pratiquement ces horizons infinis de la vie à vivre en l'apprenant. Et la petite porte institutionnelle de la validation d'acquis expérientiels, petite porte d'ailleurs plus ou moins entrebâillée selon les nations et les institutions locales. Mais ces acquis expérientiels, qui d'ailleurs ne sont pas si faciles que ça à reconnaître, connaître et valider, ne sont que la pointe d'un iceberg d'un monde de la vie vécu en ébullition permanente ambivalente, entre évolution, involution, révolution, formation, déformation, transformation, entre mort et vie. Heureusement, le monde ordinaire n'a pas attendu pour vivre et apprendre à vivre que soit décrété par les élites le retour du sujet, le tournant réflexif, le tournant sémiotique, le virage narratif et la reconstruction communicationnelle du concept de monde vécu. Vous voyez tous les grands termes qu'on reforge maintenant pour essayer de prendre en compte ce monde vécu. L'avance pragmatique des mondes ordinaires pour vivre ce monde vécu sans trop savoir comment, donc cette avance pragmatique rend difficile la connaissance réelle de leur construction historique. Leur reconnaissance, même formelle et partielle, jette des pavés massifs dans les mares formelles. Et ce ne sont pas seulement quelques pierres difformes ou au contraire précieuses par leur originalité. C'est une mine de sens qui apparaît, mais pas à ciel ouvert. Et on en est juste au début de sa mise en valeur. L'estimée boursière pédagogique du cours de la vie est en hausse, mais sa fluidité rend difficile la connaissance de sa valeur cognitive réelle, selon les trois sens du mot cours de la vie, boursier, d'orientation fluide et pédagogique d'enseignement. Quelle que soit l'ouverture sociale généreuse des dispositifs et des acteurs, la VAE est réduite aux acquis équivalents au savoir déjà reconnu formellement. La validation est un processus technique du monde de l'éducation formelle. La reconnaissance est sociétale. Analyse très lucidement Pierre Verquin, que je salue aussi, dans un article relativement récent. Et il va même plus loin puisqu'il affirme « Sans la reconnaissance,
la validation des acquis, a fortiori ceux issus d'apprentissage non formel et informel, n'est rien. Considérant stratégiquement la longue durée intergénérationnelle des révolutions paradigmatiques, je ne porterai pas un jugement aussi tranché. La VAP et la VAE marquent des moments importants, cruciaux, dans ce passage du paradigme de la science à appliquer à celui des acteurs réflexifs. Mais ce sont les premiers combats de la reconnaissance, de l'apport possible des mondes vécus. Pour les combattants de première ligne, les plus lucides, ils font entrevoir aussi l'ampleur de notre méconnaissance. Et reconnaître les cécités de nos connaissances, entre autres celles apportées par les aveuglements paradigmatiques, est, selon Edgar Morin, le premier des 7 savoirs nécessaires à une éducation du futur. Il me semble que l'âpreté des luttes-combats actuelles aux frontières de ces temps de formation entre reconnaissance et méconnaissance de leurs rapports respectifs appelle un autre moment important de recherche-formation. Nous souscrivons au diagnostic en action de professionnels de première ligne comme Anne Massip. Dans son livre récent sur VAE et ingénierie territoriale, elle a tout un chapitre sur le désenclavement de la VAE pour l'ouvrir à l'ampleur des temps de formation expérientielle du monde vécu. Désenclaver la VAE du côté des individus, des entreprises et des acteurs de l'emploi et de la qualification, et aussi des territoires. Les territoires, l'entrée des territoires est majeure, parce que c'est une entrée, entre autres, spatiale. Et l'entrée spatiale qui commence à être prise en compte et dont il faut essayer d'entrevoir tout ce qu'elle implique pour la conjugaison formative de ces 2 temps. Parce que ces 2 temps ne se conjuguent pas in abstracto, ça se conjugue sur un terrain. En effet, reconnaître l'importance vitale pour la formation humaine de ces 2 temps n'est pas si simple. Après, on va voir les 3 mouvements. On clôt avec les 2 temps. Intellectuellement et formellement, la reconnaissance de cette dichotomie entre temps formel et expérientiel, jour et nuit, semble être une simple lapalissade. Notre emploi du temps, notre agenda est structuré par des ordres du jour bien précis. Il a fallu arriver à 9h30 pour cet enregistrement. Donc structuré par des ordres du jour bien précis, il faut être à l'heure, et des résidus nocturnes qui littéralement se perdent dans la nature. Donc, intellectuellement, c'est facile à saisir. Ça paraît une lapalissade. Mais comprendre existentiellement comment le vécu du jour et de la nuit met en forme ou au contraire déforme, prend, je pense, toute une vie. Et encore. En effet, ces 2 temps, qui paraissent tout simples, sont constitués de mouvements cosmiques, sociaux et personnels qui rythment nos quotidiens et qui rythment notre vie entière. Et donc, c'est ces 3 mouvements que nous allons maintenant essayer de survoler. Alors, là, on va visualiser notre carte à grande échelle pour ne pas trop nous perdre. Bon, habituellement, pour modéliser les 2 temps, bon, on le fait avec l'image de la caverne, c'est-à-dire c'est une visualisation beaucoup plus figurative. On voit la caverne et puis le soleil et puis cette alternance d'entrée et de sortie. Là, pour cette communication où il fallait inclure et visualiser plus formellement les 3 mouvements, bon, je vous propose une autre modélisation, donc avec les temps de formation formelle du monde représenté en haut, temps de formation expérientielle du monde vécu en bas,
et les trois mouvements que vous trouvez à l'intérieur suivant une conception relationnelle de la personne qui doit assurer pour se former des relations entre l'organisme et l'environnement social, mais aussi l'environnement cosmique. Je pense que presque le plus important de la modélisation, ce sont les flèches, pour vous rendre compte que ce n'est pas immobile. Donc il y a des flèches au niveau des deux mouvements, des deux temps qui signalent le rythme quotidien. Le jour succède à la nuit et inversement. Et vous voyez aussi des flèches qui sont plus de type transversal ou horizontal entre l'organisme qu'on appelle, où il y a comme dit Morin, un foyer organisationnel invisible qu'on appelle l'autos, donc entre l'auto-formation qui est en relation avec ses environnements socio-formation ou physique, éco-formation. Alors, idéalement, on a mis des flèches interactives dans les deux sens, donc qui signifie une réciprocité entre les mondes. Tout de suite, vous vous rendez compte que cette modélisation idéale ne traduit pas nos expériences directes, dans la mesure où c'est souvent des interactions à sens unique, étant donné l'ampleur différente de ces trois mouvements. Bon, alors maintenant, vous l'avez devant les yeux, je vais essayer de les commenter. Alors, à Tours, ces trois mouvements de formation expérientielle ont émergé au début des années 80 avec l'ouvrage « Produire sa vie, auto-formation et autobiographie ». Cet ouvrage est co-signé par une mère de famille québécoise, Marie-Michel, et moi-même. Mais ce titre projetait une triple provocation pour les modèles déterministes et structuraux des années 70-80. Ces modèles parlaient plus de reproduction de la vie que de production, d'illusion biographique plus que du pouvoir performateur de tenter de la former en la racontant et en l'écrivant. L'idéal d'un déterminisme structurel était de construire une histoire sans sujet. Et la malédiction des sciences humaines et sociales était d'avoir affaire à des objets qui parlent. Mais la pression sociale de ces grands mouvements de formation expérientielle in vivo a commencé à ouvrir les œillères conceptuelles académiques pour voir autre chose que du non-formel et ou de l'informel hors des apprentissages formels. Au début des années 90, la montée de nouvelles méthodes transdisciplinaires pour travailler la complexité, donc celle d'Edgar Morin, la référence à la théorie préscolaire de Rousseau concernant les 3 maîtres de l'éducation, soit les autres, les choses, et une stratégie de recherche en réseau ont permis le démarrage de 3 groupes de recherche sur la formation des adultes. Au centre, le groupe de recherche sur l'auto-formation, qu'on appelait le GRAPH, avec rapidement Pierre Landry comme veilleur éclaireur Internet particulièrement perspicace et qui est un grand architecte de ces rencontres. Ce groupe explore comment l'autos, ce foyer organisationnel invisible, comme le définit Morin, forme et se déforme, met ensemble et en sens, en unité viable, l'immense variété des environnements matériels et sociaux. Il semble être le pôle unificateur de mouvements, alors on les nomme différemment, de personnalisation, de subjectivation, d'individualisation ou d'individuation, vous voyez, j'ai de la peine à les prononcer, par appropriation progressive du pouvoir de formation. Merci à André Moisan, son président actuel, de nous accueillir au CNAM. Ce n'est peut-être pas un hasard.
Deuxième grand mouvement, la socio-formation, qui se partage entre hétéro et co, on va voir comment. Une alliance organique entre l'université et le mouvement des réseaux d'échange réciproque de savoir, fondé par Claire et Marc Hébert-Suffren, a permis le fonctionnement très souple d'un laboratoire de recherche sur ce qu'on peut appeler la co-formation, par échange réciproque de savoir ou croisement de savoir, comme le développe actuellement le mouvement TD Quart-Monde, avec qui on a aussi travaillé. Cette co-formation se situe dans l'environnement social de la formation par les autres, nommé globalement socio-formation. Au début, j'identifiais cet environnement seulement aux autres ayant une responsabilité sociale de formation, comme les parents et les enseignants. Je l'appelais alors hétéro-formation pour signaler le statut supérieur différent de ces responsables de formation. Mais l'apport des histoires de vie de formation, de mouvements citoyens comme le MRES et ATD Quart-Monde, ainsi que la tradition de compagnonnage de Tours, m'ont fait découvrir d'autres formes de socio-formation, coopératives, mutuelles, réciproques, entre amis, collègues, conjoints, compagnons, que l'on peut regrouper sous le terme de co-formation. Et ce mouvement de co-formation est majeur pour assurer la liaison entre l'auto et l'hétéro et progressivement aider l'auto à s'émanciper et à s'autonomiser par rapport aux autres qui sont les premiers formateurs. Enfin, pour travailler les relations de formation qui soient réciproques avec les environnements physiques et matériels, s'est fondé avec au départ l'Université de Paris 8, le groupe de recherche en éco-formation, le GREF. C'est le plus invisible. Mais en 2015, il vient de boucler son programme de recherche pour tenter d'expliciter pourquoi et comment peuvent ou non mettre en forme les contacts directs avec l'air, premier ouvrage en 1991, l'eau, les eaux éco-formatrices en 2001, la terre, habiter la terre en 2005 et le feu qui vient de paraître. À la toute nouvelle Université coopérative de Paris, il y a un axe de recherche-formation qui s'intitule Auto-éco-formation entre écologie politique et sagesse du monde. Avec la COP 21, on a vu comment l'importance de prendre en compte les relations à l'environnement sont majeures, d'où l'importance de développer, et ce qui est sous-développé dans le monde, pas seulement francophone, une éducation à et par l'environnement, et le terme d'éco-formation, donc de formation de la relation entre l'organisme et l'environnement matériel, vise à cet objectif-là. Alors ces trois mouvements s'enracinent historiquement, on l'a déjà un peu mentionné, dans la théorie des 3 maîtres en éducation que Rousseau ébauche dans les premières pages de l'Émile, 1761, juste avant la Révolution française. Selon celui-ci, ce qui rend l'éducation complexe, c'est qu'elle dépend de 3 maîtres, soit les autres et les choses. Et si on n'avait pas les bonnes spécialistes en technique médiatique, eh bien on ne pourrait pas se parler. Et que les leçons de ces 3 maîtres sont rarement convergentes et varient avec le temps et les âges. Donc il y a non seulement 3 maîtres, mais que les leçons sont la plupart du temps divergentes. D'où le problème d'identifier des convergences et des divergences internationales en reconnaissance des acquis. Le livre fut brûlé dès sa parution en 1761 et l'institutionnalisation progressive de l'enseignement scolaire au XIXe et XXe siècle a refoulé jusqu'à la dénégation la reconnaissance de la validité de la formation par soi, entre soi et avec la nature.
L'enseignement mutuel, l'autodidaxie et les mouvements d'éducation avec et par la nature furent relégués comme des formes d'éducation populaire plus ou moins folklorisées. Le traitement de la mondialisation des problèmes sociopolitiques et écologiques, ainsi que la révolution multimédiatique actuelle, appelle non seulement à étendre les apprentissages tout au long de la vie, mais surtout à reconnaître leur biodiversité éblouissante. Tout le développement actuel de ces mouvements d'auto, de co et d'éco-formation qui peuvent vous paraître un peu bizarres. Même et parce qu'ils restent encore largement aux frontières externes des systèmes formels, leurs acquis non scolaires sont particulièrement précieux pour explorer les mines de sens des mondes vécus. Pour notre survie personnelle, sociale et écologique, les parcours éducatifs postmodernes devront articuler construction de soi, transformation sociale et sauvegarde de la planète. C'est une carte à grande échelle d'apprentissage et de formation permanente de ces parcours éducatifs coextensifs à la vie que veut projeter le titre de cette communication, la reconnaissance des acquis en 2 temps, 3 mouvements. Pour finir, je voudrais, de façon peut-être encore un peu provocante, proposer un terme qui est encore plus court que la reconnaissance en 2 temps, 3 mouvements. C'est juste pour faire éclater le petit mot « vie ». J'ai jamais rencontré un mot qui concentre autant de sens en si peu de lettres. Donc, on l'utilise en sautant par-dessus à pieds joints. Donc, j'en veux en faire un sigle, V-I-E, qui signifierait valorisation infinie de l'existence. J'explicite un peu pourquoi. La reconnaissance des acquis ne se réduit donc pas à la validation de savoirs scolaires et professionnels déjà connus. Elle ouvre sur un capital cognitif immense et méconnu de mondes vécus. Un nouveau monde à reconnaître, littéralement à perte de vue. Ce travail de reconnaissance ne va pas de soi. Il désorganise les disciplines sagement rangées des approches didactiques, réinterroge le statut du savoir en formation, fait prendre des risques socio-cognitifs d'interprétation, demande aux formateurs de s'initier à des formes d'apprentissage dont ils n'ont pas connaissance, écrit un jeune chercheur dans un ouvrage à paraître, le jeune chercheur s'appelle Hervé Breton. Le titre, pas de l'ouvrage, de l'article, s'appelle « L'humanité partagée des histoires de vie en formation ». Donc, la reconnaissance des acquis demande aux formateurs de s'initier à des formes d'apprentissage dont ils n'ont pas connaissance. Cette initiation à ces formes d'apprentissage implique des moments de rupture avec ce qu'on connaît déjà, d'épreuves, de transitions difficiles, mais aussi de grandes joies. Parfois on trouve. Quand l'expérience se fait savoir, comme le dit si bien Alex Lenné, ce n'est pas un savoir triste de consommation passive. C'est un savoir vital de production, de libération, d'expression. Un gai savoir de la vie, constate Alex en reprenant l'expression nietzschéenne. La production de ce gai savoir de la vie par la reconnaissance d'acquis expérientiels atteste la profondeur anthropo-formative du processus. C'est un processus sociétal, mais aussi personnel et écologique, entre maîtrise et servitude, éducation ou aliénation. C'est un processus existentiel de formation humaine, comme l'a analysé Hegel, un illustre devancier de Poix.
Vivre pour survivre forge des expériences existentielles extraordinaires au feu de la vie. Mais l'acquis cognitif de ces expériences reste enfoui, insu et méconnu, tant qu'il n'a pas été exprimé, formulé, formalisé, en un mot, représenté. Cette représentation, cette nouvelle présence, ouvre à l'existence. Et s'ouvrir à l'existence, telle est l'œuvre de formation que travaillent inlassablement quelques pionniers de la formation permanente, comme Bernard Honoré. Je prends le temps de citer le titre de ses ouvrages. En 1992, il a publié un ouvrage pionnier vers l'œuvre de formation, l'ouverture à l'existence. En 2012, il vient de publier un autre, la mise en perspective formative à l'épreuve d'une rétrospective existentielle. Donc 20 ans après, il essaie de montrer qu'est-ce que la pertinence, la perspicacité de voir la formation comme ouverture à l'existence. Et en 2014, il vient de sortir « Sens de l'expérience dans l'histoire de vie », autre ouverture, l'ouverture à l'historialité. D'autres auteurs ponts modernes qui ne sont pas apparemment dans le domaine de la formation, comme François Julien, commencent à nous faire partager des expériences et pensées similaires venant d'un Extrême-Orient dont la reconnaissance peut réorienter un Occident beaucoup trop monocéphale. Vient de paraître le dernier ouvrage de François Julien, « Vivre en existant ». Une nouvelle éthique. Belle convergence internationale à reconnaître. Pour la reconnaissance de cette convergence, en finale, j'ose proposer un sigle que j'ai déjà mentionné, encore plus court que la formule hologrammatique en 2 temps, 3 mouvements, donc qui pourrait servir comme objectif à ce déploiement de la reconnaissance à l'ampleur de la vie. Alors, ce sigle, c'est donc VIE, la vie comme valorisation infinie de l'existence. Alors, je comprends mieux alors le grand cri prophétique de André de Peretti, qui, à la fin de son intervention à notre premier séminaire franco-québécois de 91, s'était écrié, c'est un grand cri pour s'écrier et pour nous remonter le moral après la déclaration d'un docte chercheur qui nous avait renvoyé à ses cours en évaluation pour qu'on puisse parler de validation. Et alors, à la fin, André, avec son humour et sa finesse habituelle, s'était écrié « La connaissance et la reconnaissance peuvent être les 2 mamelles de la France ». 25 ans après, je mondialiserai la formule en disant « La connaissance et la reconnaissance sont les 2 mamelles de l'existence ». Merci de votre écoute.